Bonjour. La fin de l'Empire romain d'Orient, la chute de Constantinople en ce fameux 29 mai 1453, a marqué à jamais l'Orient et l'Occident. L'entrée triomphale de Mohammed II, dit Al-Fatih, le conquérant, marque le basculement de l'Empire byzantin vers l'Empire ottoman, qui se construira sur les ruines de l'Ancien Monde, mais aussi sur son modèle byzantin, et ne tombera qu'à la fin de la Première Guerre mondiale. L'événement majeur continue à ce jour à marquer l'inconscient historique des deux rives orientales et occidentales du monde. Pour en parler, je reçois Vincent Deroche, directeur de recherche au CNRS, qui a dirigé avec Nicolas Vatin, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à la 4e section de l'école pratique des hautes études, et en liaison avec d'autres chercheurs de valeur, les travaux ayant conduit à la publication d'un ouvrage de référence, Constantinople 1453, des Byzantins aux Ottomans, aux éditions Anacharsis, et qui rassemble en 1400 pages, tout un pavé, pour la première fois en français, des textes de référence d'auteurs et de témoins de l'époque, de différentes nationalités, autour de cet événement historique qui fait toujours parler de lui au Moyen-Orient et dans notre monde tendu et tourmenté d'aujourd'hui. Notre vidéo de fin d'émission est un clin d'œil à Saint Nectaire d'Égine, un saint orthodoxe contemporain d'origine grecque, endormi en le Seigneur en 1920 à Athènes, qui a écrit le célèbre chant dédié à la Mère de Dieu, ô Vierge pure souveraine, qui traverse tous les pays orthodoxes et qui est chanté par toutes les chorales. La vidéo présentera un extrait du récital qui a clôturé la journée de l'orthodoxie en France en juin dernier, où les 3 chœurs participants, antiochiens, grecs et roumains, ont entonné ensemble, chacun dans sa langue, ce chant dédié à la très sainte Mère de Dieu. Bonne émission à tous. Paris, vivre sa foi aujourd'hui a été le thème de la journée de l'orthodoxie, organisée par les évêques orthodoxes de France le lundi 5 juin 2017. Journée priante, festive, conviviale et studieuse, avec en prime une divine liturgie épiscopale à la cathédrale Saint-Étienne, chantée par 3 chorales entonnant des chants en arabe, français, grec, roumain, russe, suivie au centre spirituel russe, au Quai Branly, d'une table ronde à 3 voix, introduite par Karol Saba, avec la participation du diacre Marc Andronikov, de M. Daniel Loski, secrétaire général de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, et de Bertrand Vergely, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et puis par la suite, la clôture a été un récital de chants liturgiques dédié à la Pentecôte. Le feu d'artifice final a été l'interprétation du chant Agni Parthene d'Espina, écrit par Saint Nectaire d'Égine, par les 3 chœurs en même temps en arabe, grec et roumain. Paris toujours, la 64e semaine d'études liturgiques portant sur la religiosité et le rite cultuel, avec des contributions orthodoxes, catholiques et protestantes de plus d'une 60aine de participants, a eu lieu du 26 au 29 juin 2017 à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. L'Institut aussi a eu lieu la clôture de l'année académique 2016-2017 en ce 22 juin 2017, avec une remise des diplômes aux étudiants ayant accompli leur cycle d'études. Le doyen Nicolas Chernocrac a été réélu à cette occasion pour une nouvelle mandature. Épinay sous Sénart, le 29 juin dernier, fête des Saint-Pierre et Paul. La communauté du séminaire orthodoxe russe a célébré la fin de l'année liturgique et académique avec des remises de diplômes en compagnie de Monseigneur Nestor, évêque du diocèse de Chersonèse, des bénévoles, des amis du séminaire et des représentants des autorités civiles. À Bosé en Italie, participation orthodoxe importante, avec principalement les patriarches Bartholomé de Constantinople et Théodore d'Alexandrie, au séminaire annuel du monastère de Bosé, dirigé par le frère Enzo Bianchi. Le thème cette année portait sur le don de l'hospitalité. En Grèce a eu lieu la commission mixte du dialogue entre les 2 églises catholiques et orthodoxes, qui s'est tenue du 6 au 9 septembre dernier à l'île de Léros, en Grèce. Tirana, liturgie solennelle à l'occasion du 25e anniversaire de l'élection de l'archevêque Anastase à la tête de l'église orthodoxe autocéphale d'Albanie. À Varsovie, avancement des travaux de la construction de la cathédrale Sainte-Sophie de Varsovie en Pologne. Patriarcat orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Décès en juin dernier des métropolites Antoine Chedraoui, métropolite du diocèse antiochien du Mexique et Venezuela et dépendance, et de Monseigneur Paul Saliba d'Australie. 2 sièges qui sont devenus vacants pour lesquels 2 nouveaux métropolites sont appelés à être élus lors de la prochaine réunion du Saint-Synode d'Antioche début octobre 2017. Monseigneur Nicolas Balbaki a quant à lui été élu en juin dernier métropolite du diocèse de Hama en Syrie. Jérusalem.
Une importante déclaration intitulée « Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur » vient d'être publiée en juillet dernier conjointement par les patriarches et chefs des églises de Jérusalem. Agenda, une importante exposition intitulée Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire sera inaugurée à Paris le 26 septembre à l'Institut du monde arabe. Organisée par l'IMA en partenariat avec l'œuvre d'Orient, elle est ouverte au public jusqu'au 18 janvier 2018. À CER-NGO, à Paris, le congrès annuel du mouvement de l'action chrétienne se tiendra du 7 au 8 octobre au centre spirituel des Carmes, à Avon, sur le thème « Vie spirituelle et psychologie ». Publication, le père Alexandre Signakov, recteur du séminaire orthodoxe russe à Épinay-sous-Sénard, vient de publier aux éditions Salvator un ouvrage intitulé « Comme l'éclair part de l'Orient », un livre autobiographique d'autobiographie spirituelle dans lequel il raconte son chemin atypique qui l'a conduit des steppes du Caucase à la France des écrivains qu'il lisait en secret. De son côté, Antoine Fleifel, philosophe et théologien franco-libanais et qui enseigne à l'Université catholique de Lille, vient de publier aux éditions CER « Les dieux criminels », un panorama religieux, politique et idéologique qui instruit le procès des dieux criminels, dans lequel il explore les trois expériences de l'évangélisme sioniste, le sionisme religieux et le salafisme djihadiste. Un oiseau arrive de la ville. Il arrive. Il porte un billet. Un homme simple le prend et le lit. Son cœur bat en le lisant. Il comprend ce que les prélats n'ont pas compris. Il pleure. Pauvre de nous, notre Rome est prise. Ces paroles sont celles, au début des années 1920, d'un des plus grands poètes de la Grèce contemporaine, Constantin Cavafy, citoyen du monde et de la ville d'Alexandrie. Cette Alexandrie fondée par Alexandre le Grand, où vit depuis bien plus que 2 millénaires une grande communauté hellénique et hellénophone. Cavafy revient ainsi dans son poème « Elle est tombée ». Il parle bien sûr de la ville de Constantinople, sur la chute de Constantinople, plus de 500 ans après cet événement majeur qui a marqué l'histoire chrétienne et le monde contemporain. Constantinople, la deuxième Rome, vient de tomber en ce fameux 29 mai 1453, après un long siège dans les mains des troupes ottomanes, conduites par Mohammed II, dit Al-Fatih, le conquérant. L'Empire romain d'Orient vient de succomber, et la date de sa chute va constituer un événement majeur, traumatisant aussi, qui va marquer à jamais l'inconscient historique de l'Orient et de l'Occident, mais aussi la géopolitique du monde. L'entrée triomphale d'Al-Fatih sonne ainsi le basculement de l'Empire byzantin et de cette région centrale pour la géopolitique du monde, à la fois géopolitique mondiale, mais géopolitique politique fondée, vers l'Empire ottoman, qui se construira sur les ruines de l'ancien monde byzantin, mais aussi sur son modèle quelque part. Et cet Empire ottoman qui ne tombera à son tour qu'à la fin de la Première Guerre mondiale. L'événement majeur continue à ce jour à marquer l'inconscient historique des deux rives orientales et occidentales du monde. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un byzantinologue, Vincent Deroche, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre d'histoire et de civilisation byzantine, auteur notamment en 2010 d'un ouvrage « Juifs et chrétiens dans l'Orient du 7e siècle » aux collections Bilan de recherche, Paris 2010, qui a dirigé avec Nicolas Vatin, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à la 4e section de l'École pratique des hautes études, et en liaison avec d'autres chercheurs de valeur, les travaux ayant conduit à la publication d'un ouvrage de référence, Constantinople, 1453, des Byzantins aux Ottomans, aux éditions Anacharsis, et qui rassemble en 1400 pages, tout un pavé, pour la première fois en français, des textes de référence d'auteurs et de témoins de l'époque, de différentes nationalités, des Grecs et des Ottomans. Des textes autour de cet événement historique, la chute de Constantinople, qui fait toujours parler de lui au Moyen-Orient et dans notre monde tendu et tourmenté d'aujourd'hui. Vincent Deroche, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on commence par l'idée du livre. D'où est venue cette idée? Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui ont été publiées un peu sur cette nature, pas aussi complet que cela? Oui, effectivement, nous avons repris en fait un modèle qui était remarquable, celui d'Agostino Pertusi dans les années 80, qui avait déjà produit un recueil de textes en traduction italienne, mais avec des limitations propres. D'une part, pour les Français, ce n'est pas très pratique, de l'italien malgré tout, et d'autre part, quand il travaillait seul, il n'a pu accéder aux textes orientaux que d'après les traductions, qu'il traduisait en italien, et il n'a pas pu traduire un éventail de textes aussi grand que le nôtre, nous étions presque une vingtaine de collaborateurs. En particulier, il n'a pas pu accéder vraiment aux documents, au sens historique du terme, c'est-à-dire ce qui est lettres, actes d'archives et autres, et s'est peu intéressé aux documents de nature religieuse, c'est-à-dire à la réception de l'événement
disons, déjà par ses contemporains ou les générations immédiatement suivantes. Et c'est cette dimension, justement, de réception, de perception que nous allons présenter. Puisque, vous savez, là n'est pas une histoire du siège, une synthèse qu'avait fait Ron Simon, qu'il faudrait refaire, mais ce n'est au-dessus de nos forces, mais simplement un recueil de sources aussi variées que possible, qui donne à comprendre au lecteur moderne à quel point l'événement a été conçu et interprété très vite de façon extrêmement différente dans le ressenti. Par les différents témoins de l'époque. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, en fait, l'originalité du livre montre aussi des témoignages très croisés des deux protagonistes, je dirais, de l'affaire, quelque part. Il y a par exemple des témoignages d'auteurs qui sont des Grecs, mais aussi des auteurs qui sont ottomans. Donc, quelle est cette originalité là-dessus? Et comment le livre s'est construit un peu? Si on peut rapidement parler de sa structure, je vois qu'il y a une chronologie qui est très intéressante qui est faite. Outre une introduction nécessaire, mais très bien faite par Guillaume Saint-Guillain et Nicolas Watin, nous avons effectivement réduit au minimum l'aspect de synthèse avec une chronologie pour que le lecteur s'y retrouve dans le déroulé des événements, et ensuite 4 grandes parties, c'est-à-dire d'une part les grands récits historiques, essentiellement grecs, mais aussi ottomans, ensuite tous les documents qu'on peut appeler d'archives, entre guillemets, y compris le fameux journal de Barbaro, un Vénitien, qui est la source au jour le jour la plus précise. Ensuite, les lamentations et les textes apocalyptiques. Et enfin, disons, de l'histoire de la légende. Et ça, c'est une originalité du livre par rapport en fait, à la référence italienne. C'est cela même. Et de même, la dernière partie, où il y a bien entendu beaucoup plus d'ottomans encore, c'est l'événement après le passage progressif à la légende, où d'une part nous avons du côté grec le Pseudos Frances, et toute une série d'ouvrages ottomans qui ont créé une sorte de vulgate, la façon en fait dont jusqu'au XXe siècle pratiquement, l'Empire ottoman va percevoir cet événement fondateur pour lui. Est-ce qu'on peut considérer à travers la lecture de ces textes, parce que c'est hyper intéressant, j'ai commencé à feuilleter, en fait ça se lit séparément, on peut faire vraiment du picoler quelque part, je dirais, et choisir le texte qu'on souhaite, mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi cette continuité. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus ou moins une même perception de part et d'autre, un peu des traumatismes de cet événement? Alors, pas vraiment à mon avis, enfin, on est plus sensible au fait que, bien sûr, les contemporains perçoivent bien le caractère décisif de la chose. Ça, c'est absolument évident. Mais il est plus net de voir des différences de perception, bien sûr, entre les vainqueurs et les vaincus, les Ottomans et les Occidentaux, mais ensuite des différences très fortes, par exemple, au sein du corps ottoman, car, d'une part, vous avez un pouvoir impérial qui le devient vraiment à ce moment-là de Mehmed II, qui en fait est exposé à plusieurs critiques de gens qui ne trouvent pas assez bons musulmans et qui craignent en fait que la conquête de Byzance, ville maudite, soit plutôt une perversion de l'islam. D'où d'autres textes, au contraire, pro-Mehmet, qui vont expliquer que c'est une victoire de l'islam qui va correspondre à des hadiths, des prédictions qui remontent à Mahomet. Donc, même au sein du camp des vainqueurs, un conflit d'interprétation. Et des vaincus, et des vaincus aussi, il y avait des conflits d'interprétation aussi. Des conflits encore plus nets, bien sûr. C'est-à-dire, d'une part... Certains considéraient que c'était peut-être un événement prophétique, quelque part pour eux, et d'autres considéraient que c'était une vraie... Était-ce une sanction légitime ou non? Car pour certains auteurs, en particulier les latins catholiques, Leonardo Docchio étant l'un des plus extrêmes dans cette idée, en gros, les Grecs l'ont bien cherché. C'est parce que, vu par l'Occident, le sujet brûlant, autant que la poussée turque, c'était l'union des églises, qui officiellement avait été conclue avec le gouvernement impérial byzantin 1 an avant, à Sainte-Sophie. Ce qu'on appelle les conciles d'union. C'est ça. Alors, les conciles d'union, c'est celui de Florence, mais la cérémonie d'union est faite officiellement très tard, même pas 1 an avant la chute, dans Sainte-Sophie, et avec très peu de monde, parce que la plupart des clercs, en fait, grecs, n'ont pas envie de cette union, considèrent que c'est une trahison de leur identité, le boycott pratiquement, et... Après la chute, justement, Mehmed II va jouer sur du velours en recrutant un opposant à l'Union, qui est Genados Skolarios, pour en faire le nouveau patriarche. Et l'Église orthodoxe grecque va s'orienter effectivement vers une soumission politique au pouvoir ottoman, qui la préserve de ce qu'elle perçoit comme une contagion théologique dangereuse des latins. Ce n'est pas le cas de tous, puisqu'il y a des Grecs, comme Doukas et d'autres, comme Bessarion et Zér de Kiev, qui finissent cardinal de l'Église, qui eux sont séduits par la théologie et par l'union des Églises. Alors, au contraire, chez Doukas, qui est un client en fait des Gatilousi de Lesbos, bien qu'il soit de langue grecque, c'est la légitimité du gouvernement impérial grec et de l'Église, des résistances à l'union des Églises orthodoxes qui pose problème et qui attire ce châtiment. Et lui voit au contraire, effectivement, d'une autre façon beaucoup plus tragique que Leonardo Docchio, une trahison pécheresse des Byzantins
qui attire sur une sanction divine, ce qui explique le grand train de la lamentation, où, effectivement, sur le modèle de lamentation de Jérémie, Constantinople est une nouvelle Jérusalem qui succombe aux Babyloniens. Et face auquel, bien sûr, Mehmed II est pratiquement l'antéchrist, enfin, vraiment la personnification de Satan. Qu'est-ce que le livre nous renseigne et nous enseigne sur la crise de Byzance? Parce que certains disent que Byzance a chuté avant la chute de Byzance. Donc il y avait une crise de la société impériale, des institutions, l'Église aussi d'une certaine manière, cette difficulté justement, cette mésintelligence. On voit toujours, même dans le monde d'aujourd'hui, je dirais, cette peur de la part des Grecs, je dirais, de cet ennemi qui vient de l'Occident quelque part. Donc cette mésintelligence qui existait déjà à l'époque, d'une manière très forte, qu'on peut aujourd'hui, c'est des clés de lecture pour aujourd'hui, il y a entre la Grèce et ça continue. Qu'est-ce que ce livre nous enseigne à travers ses écrits justement sur cette problématique? Comme le livre, bien sûr, présente des sources proches de l'événement, nous n'avons pas fait une véritable préhistoire, sauf un peu dans l'introduction, rapidement. Mais à travers les textes mêmes et la notation qu'on est obligé de donner pour que ce soit compréhensible, effectivement, on voit bien que le 1453 n'est pas un hasard, mais l'aboutissement d'un long processus. Alors d'une part, qui renvoie de l'histoire proprement orientale, avec l'Empire mongol, une lente agonie mais aussi à une histoire interne à Byzance, déjà la chute de 1204 devant les croisés, la prise de possession latine, une sorte de fragmentation de l'Empire, et ensuite un processus engagé dès le XIVe siècle, très complexe, de mélange de collaboration et de conflits avec les Turcs, qui sont devenus des ennemis intimes, dans une sorte de symbiose très complexe, où effectivement, une partie de la cour byzantine en fait est pro-turque, tout en ne se faisant pas trop d'illusions, en disant que, et pour leur pouvoir personnel, et même pour l'avenir prévisible, les Occidentaux sont lointains et n'apporteront pas assez de secours. Ce n'est pas entièrement faux, la fin des événements le montre. Les Vénitiens n'arrivent pas à temps avec la flotte pontificale. Et d'autre part, ce monde ottoman qui est en face, il vaut mieux l'appeler ottoman que turc, contrairement à ce qu'on croit, car très vite, il a pour l'essentiel des sujets qui sont des Grecs byzantins, récemment, une grosse nuance, avec des Serves, et aussi et surtout à travers le fameux système de recrutement forcé, le Devshirme ou d'autres méthodes, les meilleurs serviteurs du sultan, en fait, ce sont des chrétiens arrachés jeunes à leur famille, alors pas complètement à garder des liens, mais obligés de devenir musulmans, les fameux janissaires, et la plupart des très hauts fonctionnaires sont en fait d'origine chrétienne et convertis, et justement préférés par le pouvoir du sultan parce que l'absence d'attache familiale au milieu des Turcs les rend mieux aptes à être de bons serviteurs. Alors ces gens-là communiquent naturellement. Mahmoud Pacha, un des plus grands vizirs en fait à l'époque du siège, est d'origine grecque, d'une famille aristocratique grecque. La communication culturelle est très forte, parfois par oral. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est tyrannique. Il y a vraiment de la violence, de la conquête et autres, mais ce sont des vieux ennemis qui se connaissent bien, d'une sorte de symbiose, l'un qui mange peu à peu l'autre, et qui se connaissent, qui savent aussi comment faire des compromis à l'issue de chaque étape de progression du pouvoir ottoman. C'est un peu une sorte de vase communicant, quelque part. Tout à fait. C'est la représentation d'un millefeuille, quelque part, où les différents étages s'expriment. Et d'où ce résultat, effectivement, Nicolas Vatin vous dirait qu'il n'est pas turcologue, mais ottomaniste. Et que l'Empire ottoman ne se résume pas aux Turcs. Complètement, c'est une très, très importante nuance. C'est complètement différent de ce point de vue-là. Et donc, c'est assez complexe, il faut bien l'avouer, par bien des côtés. Alors, l'une des dernières tentatives de compromis, justement, c'est au lendemain de la chute. Pendant un temps, Mehmed II caresse l'idée de reprendre l'ancien Premier ministre de Constantin XI, qui lui est mort, Luc Notaras, pour en faire le gouverneur de Constantinople. Et là, il rencontre une opposition interne, visiblement, qui n'est pas explicitée dans les sources turques, et fait un échange d'avis, il le fait exécuter, parce que, apparemment, les hauts dignitaires turcs n'auraient pas supporté une telle collaboration, auraient craint d'être menacés en quelque sorte. Et on remplace, justement, quasi inédit qu'a découvert Thierry Ganchou, on nomme un proto-hiéros, c'est-à-dire faire un fonctionnaire d'assez bas grade, comme il le fait dans présent, mais qui finalement vient de la population, qui va gérer la communauté grecque. Et si on veut parler de l'actualité, je dirais, c'est les clés de décryptage, parce qu'on peut faire beaucoup de comparaisons par rapport à cette époque. Je veux dire, il y a déjà un élément qui est très important, qui revient aussi dans le monde aujourd'hui, c'est la mésintelligence entre ces deux parties du monde, je dirais, à la fois mésintelligence vis-à-vis de l'Occident, mais aussi mésintelligence de l'Occident vis-à-vis de l'Orient, quelque part. En fait, cette façon, la chute de Constantinople était peut-être le résultat un peu de cette mésintelligence qui existe. Est-ce que cette mésintelligence existe aujourd'hui, avec la montée aussi des phénomènes néo-impériaux, le néo-ottomanisme qui revient, on ne parle pas du turc en fait aujourd'hui, même si l'expérience en fait d'Erdogan, on parle de la Turquie, mais l'idée d'un néo-ottomanisme quelque part
qu'est-ce que le livre peut nous enseigner par rapport... Est-ce que c'est des vases communicants encore de l'histoire ? Moins, ça communique beaucoup moins, j'allais dire malheureusement, justement parce que ce néo-ottomanisme, en fait, n'est pas si ottoman que cela. Justement, ce qui est frappant, c'est au contraire, on dit parfois en Turquie le pantouranisme, c'est-à-dire la Turquie à travers les espaces. Or, il y a des Turcs, des turcophones, jusque dans l'Asie centrale, comme l'Azerbaïdjan, qui, comme par hasard, est un des appuis de la Turquie dans cette affaire. Et justement, on ne retrouve plus ce caractère multiethnique qu'avaient entretenu les sultans. Istanbul, dans l'entre-deux-guerres, et encore dans les années 50, était une ville pluriethnique. Maintenant, elle est devenue presque entièrement turque, si j'ose dire. De ce point de vue-là, on a évolué d'une façon assez différente. Et en fait, le gouvernement d'Erdogan réinterprète le passé d'une façon qui n'est pas si ottomane que cela. Absolument. Non. Et c'est en partie lié aussi au fait que le milieu qui porte Erdogan, pour le peu que j'en sais, est une Turquie qui est en général assez asiatique, assez tournée vers elle-même, qui a peu à peu remplacé les cercles qu'on appelait en gros kémalistes, autrefois laïques, qui est au contraire une bourgeoisie largement tournée vers l'Occident, très occidentalisée, parfois même voltairienne. Ma fille a fait un échange avec un autre lycée privé catholique de Sion, et le correspondant, sur ses 4 grands-parents, 3 étaient nés en Europe turque. D'avant la Première Guerre mondiale. Et ces gens-là, bien sûr, eux, ne raisonnent pas comme les paysans d'Anatolie qui maintenant occupent le quartier de la Souleymania au cœur d'Istanbul, qui ont plutôt la mentalité istambouliote d'entre-deux-guerres. Ça n'a plus rien à voir. Donc la Turquie est très fortement évoluée et justement mythifie un peu cette évolution, on ne l'aperçoit pas vraiment. Donc quelque part, le paradigme de Byzance, c'est une deuxième chute de Byzance aujourd'hui, oui, quelque en part. Un sens. Donc, quelque part, la Turquie actuelle est moins byzantine qu'elle ne l'était sous l'Empire ottoman, et même peut-être un sens... Parce que l'Empire ottoman a été imprégné quelque part aussi, par cette, je dirais, c'est d'où la grosse nuance entre Turcs et Ottomans, quelque part. Donc il s'est imprégné un peu de ce paradigme, de ce modèle byzantin, à la fois d'une société multiethnique, d'une capacité à pouvoir gérer, je dirais, différentes populations. Et aujourd'hui, vous dites en fait que c'est une deuxième chute de Byzance quelque part, parce qu'en fait, même ce modèle ottoman n'est plus qu'un modèle turc. Tout finalement. À fait. C'est beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus ethniciste. C'est extrêmement clair. En tout cas, c'est un livre qui est passionnant. Je pense qu'en fait, il faut absolument le prendre comme un outil de travail, mais aussi des grilles de lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre grille de lecture. On ne peut pas évoquer en fait les 1400 pages qui sont ici. Bien sûr, il y a des textes qui sont essentiels. Je ne sais pas, comme ça, un ou deux textes qui le plus vous interpellent. Doukas, peut-être. Doukas, effectivement, est un de ceux qui m'ont plus plu. Et ensuite, la position traitante de Critobule, auteur grec, qui écrit de façon dépassionnée l'histoire, impartial au moins autant qu'il peut, et qui l'offre au sultan. En fait, c'est-à-dire qu'il admet pleinement le fait de la conquête que Doukas refuse. Et ces choix d'attitude, de même avec Arko Kondilis, qui lui carrément fait une histoire de la montée du pouvoir turc et non pas de la Byzance, c'est très intéressant. La façon dont les vaincus ont une gamme de réactions extrêmement variées. Dernière question là-dessus. En fait, le traumatisme de la chute de Byzance, quelque part, comment il continue à travailler la société grecque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des auteurs contemporains? On a vu par exemple un texte de Kafaf au début du 1920 du XXe siècle qui parlait justement encore avec beaucoup de passion. Mais est-ce qu'on reste dans la logique de la lamentation? Comment on... Alors, l'aujourd'hui, je dirais. ne dirais plus de la lamentation, mais certainement une nostalgie. qu'on voit reparaître parfois. D'une part, le fait que des familles qui ont quitté en fait Istanbul au plus tard dans les années 50-60 se définissent encore comme stambouliotes. Comme d'ailleurs veut dire à Athènes, la plupart des gens ne se pensent pas comme athéniens, mais de telle île, de telle province, etc. Là où était le grand-père, au fond des choses. Et où parfois, effectivement, j'ai vu à Latos, chez les pèlerins et autres, on rêve de retrouver Constantin, de refaire Constantin pour grec. Évidemment, Gers sont un milieu très religieux, mais on voit bien à quel point c'est comme inadmissible, au fond des choses, cette perte de la ville élue. Vincent, merci beaucoup pour ce passionnant dialogue et cet éclairage qui a été donné sur ce livre qui est passionnant. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. On va regarder maintenant une vidéo sur le chant Agni Parthène et Despina et le récital de la journée de l'orthodoxie de juin dernier.